Bismillah. Bonjour mon oncle, dit Ariana en aubrigevianien. Constantin Bardikiev haussa un sourcil en voyant sa nièce entrer dans la salle à manger. Vous êtes en retard, Ariana. La jeune fille jeta un coup d'œil à la pendule en marbre noir qui trônait sur la cheminée, elle aussi en marbre noir. Il était exactement 8h 4 minutes. Oui, je suis en retard, pensa-t-elle. De 4 minutes, très précisément. Mais si elle était arrivée 4 minutes plus tôt, son oncle l'aurait accusée d'être en avance et de le déranger. De toute façon, quoi que je fasse, il n'est jamais content, se dit Ariana en réprimant un petit soupir. La voix aigre de Constantin Bardikiev la ramena à l'instant présent. Alors, mademoiselle Dunster, mademoiselle Dunster, son oncle l'appelait ainsi quand il était de mauvaise humeur, c'est-à-dire presque tout le temps. Alors, mademoiselle Dunster, reprit-il, qu'avez-vous à dire? Je suis navré, mon oncle. Un tel retard est impardonnable, grommela Constantin Bardikiev. Le regard de la jeune fille s'arrêta sur les deux vases qui étaient placés symétriquement de chaque côté de la pendule. Personne n'y mettait jamais de fleurs. Par un bel après-midi de printemps, heureuse de voir le soleil briller dans un ciel d'un bleu intense, elle avait cueilli les premières roses du jardin et les avait réparties entre les deux vases. Puis, ravie de voir cette pièce si triste, quelque peu égayée, elle avait attendu la réaction de son oncle. Au lieu de la féliciter, ce dernier avait failli s'étrangler de rage. Des fleurs maintenant. Demain ce sera de la musique, après-demain des chocolats, le jour suivant du champagne. Et c'est ainsi que l'on se ruine en futilité. Ah, vous êtes bien la digne fille de votre père, mademoiselle Dunster. Il avait agité la petite clochette en argent et son unique domestique, Marici, était aussitôt arrivé. Oui, monsieur, vous m'avez appelé avait demandé cette vieille d'aubergeoisienne vêtue d'un costume traditionnel très coloré. Marici, jetez ces fleurs immédiatement. Tout de suite, monsieur. Ariana avait failli éclater en sanglots. Comment pouvait-on mettre à la poubelle d'aussi jolies roses? Elle vivait depuis maintenant 2 ans chez son oncle Constantin, dans un village situé à quelques kilomètres d'une ville ouvrière du nord de l'Angleterre. La maison de ce vieux d'aubergeoisien aurait pu être agréable si elle avait été repeinte en teinte claire et si l'on avait eu, de temps en temps, la bonne idée d'ouvrir les fenêtres pour l'aérer. Mais Constantin Bardikiev aimait les couleurs sombres et détestait le soleil. Tout comme la musique, le piano droit restait fermé en permanence. Oh, le drame quand Ariana en avait soulevé le couvercle pour interpréter une sonate de Beethoven. Depuis 2 ans, la jeune fille avait l'impression de mourir d'une mort lente. Tout est si gris, si triste, si ennuyeux ici. Quelle différence avec l'existence qu'elle menait avec ses parents. À cette pensée, une larme perla au bout de ses longs cils d'une nuance plus colorée que celle de ses cheveux blancs. Oh, elle ne va pas encore se mettre à pleurnicher, s'exclama son oncle avec agacement. Pour se donner une attitude, la jeune fille prit un toast et, sachant combien Constantin Bardikiev détestait le gaspillage, se contenta d'y déposer une très mince couche de beurre. Lorsque, sans réfléchir, elle y ajouta un peu de confiture, il s'exclama. Beurre et confiture, on ne se fait refuser rien. Vous avez été élevé en dépit du bon sens. Votre mère n'a jamais eu de jugeote. Quant à votre père, il était toujours prêt à dépenser l'argent qu'il ne possédait pas. Ariana demeura silencieuse. Que pouvait-elle répondre à cela, en effet? Ses parents ne faisaient peut-être pas très attention à leur budget, mais ils étaient si heureux, tous les trois. Son père, un pianiste anglais réputé, jouait un soliste avec les plus grands orchestres. Quant à sa mère, c'était la fille du comte de Tcherkov, un aristocrate de Dobrjvany, cette petite principauté des Balkans, perdue dans la chaîne des Carpates. L'année de ses 18 ans, comme toutes les jeunes filles des bonnes familles dobrjvaniennes, la jolie Nathalie de Tcherkov était allée visiter les grandes capitales européennes. Sa mère l'avait emmenée à Rome, à Paris et enfin à Londres. C'était au cours d'un concert au Royal Albert Hall que cette passionnée de musique avait pu écouter le célèbre John Dunster. Enthousiasmée, elle s'était précipitée dans les coulisses pour le féliciter. Dès le premier regard, ils étaient tombés follement amoureux l'un de l'autre. Ils avaient réussi à se revoir plusieurs fois, en cachette bien sûr, car Nathalie savait que jamais ses parents n'accepteraient qu'elle épouse un musicien, d'autant plus qu'elle était promise en mariage, pratiquement depuis sa naissance, au fils d'un aristocrate de son pays.
un jeune homme qui détestait la musique et ne s'intéressait à rien dans la vie, sauf à la chasse. Nathalie s'était résignée à l'épouser car elle ignorait ce qu'était l'amour, mais maintenant qu'elle avait fait la connaissance du séduisant John Dexter, cet artiste exceptionnel, comment aurait-elle pu devenir la femme d'un autre? Aussi, quand sa mère lui avait annoncé leur départ pour Amsterdam, avant leur retour en Dobrjvany, où son mariage devait être célébré en grande pompe, la jeune fille, désespérée, avait couru trouver le jeune pianiste. Ils s'étaient enfuis tous les deux et s'étaient mariés en Écosse. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils ont mené une existence passionnante et ont été merveilleusement heureux, pensa Ariana. Et moi aussi. Tout au moins, jusqu'à ce jour funeste où son père devait donner un concert à Oxford, Ariana souffrait d'une angine et sa mère avait jugé plus prudent de la laisser garder la chambre. Ses parents n'étaient jamais arrivés à Oxford. L'Express Londres-Oxford avait déraillé. Parmi les nombreuses victimes de cette terrible catastrophe ferroviaire figuraient John Dexter et sa femme Nathalie. Ariana, devenue orpheline à 16 ans à peine, s'était retrouvée pratiquement sans argent. Elle avait alors été recueillie par celui qu'elle appelait mon oncle, mais qui était en réalité un cousin âgé de sa mère. Constantin Bardikiev vivait dans le Yorkshire depuis de nombreuses années. Il parlait anglais avec un accent épouvantable et ne cessait de se plaindre. Je déteste l'Angleterre. Pourquoi ne suis-je pas resté en Dobrjvany se lamentait-il souvent. Quelques jours après son arrivée chez lui, Ariana avait naïvement déclaré: puisque vous êtes si malheureux ici, vous devriez retourner dans votre pays, mon oncle. Il lui avait jeté un regard noir avant de lancer d'un ton acerbe: sachez, mademoiselle Dunster, que l'on ne pose pas de questions aux adultes. Ariana s'était ensuite souvenue de ce que sa mère lui avait raconté autrefois. Son cousin Constantin Bardikiev était venu en Angleterre en espérant y faire fortune. Au lieu de cela, il avait perdu pratiquement tout ce qu'il avait investi et n'osait plus se montrer en Dobrjvany, persuadé que tout le monde allait se moquer de son échec. La jeune fille avait très vite compris qu'elle devait se faire remarquer le moins possible. Et pour cela, il faut que je sois pratiquement invisible, se disait-elle parfois en soupirant. Vêtue des robes de deuil qu'elle avait dû confectionner elle-même, il lui arrivait de passer des journées entières sans adresser la parole à qui que ce soit. Marici, qui avait remarqué son adresse aux travaux d'aiguille, lui donnait le linge à respirer, à repriser, et elle ne manquait jamais de travail, car son oncle tenait à ce qu'on utilise serviettes, draps ou torchons jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. Quelle triste existence en comparaison de celle qu'elle avait menée auprès de ses parents. Elle gardait un souvenir enchanté de jours ensoleillés, plein de musique, de rire, de tendresse, de chaleur. Chez Constantin Bardikiev, tout était si froid. C'était un homme méchant, égoïste et sans cœur, se dit la jeune fille. Elle s'en voulut aussitôt d'avoir eu une pareille pensée. Après tout, celui qu'elle jugeait si mal lui avait offert un toit. Sans lui, où serait-elle maintenant? La voix de son oncle la ramena brusquement à l'instant présent. Ariana, vous m'écoutez? Elle sursauta. Bien sûr, mon oncle. Pas du tout. Vous rêvassez une fois de plus. Répétez ce que je viens de dire, ordonna-t-il d'un ton sec. La jeune fille devint écarlate et il triompha. Ah ah, je le savais bien. Il repoussa le journal du matin que Marici avait posé devant sa tasse de café. Vous avez eu 18 ans récemment. Ariana, je ne me trompe pas? Mais non, mon oncle. Elle n'ajouta pas. Bien sûr que personne n'avait eu l'idée de lui souhaiter son anniversaire. Les gâteaux, les bougies, les fêtes, la musique, comme tout cela était loin. Ses parents étaient morts depuis déjà 2 ans. Sa peine ne s'atténuait pas et souvent, la nuit, elle les pleurait. Si elle avait mené une existence moins déprimante, peut-être aurait-elle retrouvé sa joie de vivre. Mais avait-on jamais vu quelqu'un sourire chez Constantin Bardikiev? Elle aurait dû normalement quitter le deuil depuis 1 an. Malheureusement, elle n'avait rien d'autre à porter que ses tristes tenues noires, et elle regrettait amèrement d'avoir donné toutes les jolies toilettes qu'elle portait autrefois. J'aurais pu aisément les remettre à ma taille. Avec l'insouciance de ses 16 ans, elle s'imaginait qu'elle aurait une nouvelle garde-robe plus tard. Elle savait maintenant qu'il ne lui fallait pas compter sur son oncle pour lui offrir ne serait-ce qu'un mouchoir. Un jour, en accompagnant Marici au marché, elle s'était arrêtée devant l'étal d'un drapier. Du bout des doigts, se laissant aller à rêver, elle avait effleuré un coupon de soie bleue.
De la couleur de vos yeux, mademoiselle, avait dit le marchand. Vous avez là le métrage suffisant pour confectionner une très jolie robe. Je vous ferai un bon prix. Marici avait haussé les épaules. Peu, des robes en soie maintenant. Celle que vous portez durera encore bien un an. En voyant sa jupe en satinette, déjà reprisée par endroits, Ariana avait failli éclater en sanglots. Constantin Bardikiev donna sur la table un coup de poing si violent que de nouveau elle sursauta. Mademoiselle Dunster. Oui, mon oncle. Décidément, vous avez la tête ailleurs. Quand je parle, vous pourriez au moins avoir la politesse de me prêter une oreille attentive. Bien entendu, mon oncle. Il eut un geste agacé. Donc, vous avez eu 18 ans récemment et je vous ai choisi un époux. Quoi? Oui, Ariana, vous allez vous marier. Me marier, répéta-t-elle stupéfaite. La première question qui lui vint à l'esprit fut celle-ci. Mais avec qui? Car elle ne connaissait personne à l'exception des commerçants de la ville voisine où elle accompagnait Marici les jours de marché. Et comme son oncle ne recevait jamais qui que ce soit, sauf M. Gerkin, un vieillard crachotant qui venait un soir sur deux jouer aux échecs avec lui, où avait-il bien pu lui trouver un mari? Il eut un sourire sarcastique, c'est bien ce que je disais, vous ne m'écoutiez pas, et pourtant je venais de vous annoncer que je vous avais trouvé un époux. Mais sachez, mademoiselle, que vous serez bientôt une respectable femme mariée. Il se redressa d'un air important, et pas avec n'importe qui, croyez-moi. Ariana se sentit envahie de désespoir. N'avait-elle pas rêvé de rencontrer un jour son prince charmant et de faire un mariage d'amour, tout comme sa mère? Elle baissa la tête d'un air accablé, comprenant qu'elle pouvait dire adieu à ses rêves. Les princes charmants ne venaient pas dans ce coin de campagne perdu, et encore moins dans la petite ville ouvrière voisine. Constantin Bardikiev se frotta les mains. Votre mère a commis une terrible mésalliance en épousant ce misérable musicien anglais. Choquée, la jeune fille protesta. Mon père était un grand artiste. Peu, il courait le cachet et devait même donner des leçons de piano pour vivre. Cela n'a rien d'infamant. Mon père, un véritable gentleman, ne travaille pas, coupa Constantin Bardikiev. À quoi bon discuter? Ariana savait depuis longtemps que son oncle avait des idées très arrêtées. Votre futur mari est prêt à passer sur votre filiation paternelle, car votre mère était la fille du comte de Tcherkov, et que vous parlez d'aubergevanien. La jeune fille fronça les sourcils. Cela ne peut intéresser personne si peu de gens parlent cette langue. Je crois que la population actuelle de la Dobrjvanie ne dépasse pas 150 000 habitants. Aurez-vous bientôt fini de m'interrompre à chaque instant, mademoiselle Dunster? Constantin Bardikiev prit une profonde inspiration avant de déclarer. Vous allez épouser un Dobrjvanien. Se rengorgeant, il ajouta, et pas n'importe lequel, croyez-moi. Nous avons eu un échange de correspondance. Je lui ai dit combien vous étiez cultivé et joli. C'était bien la première fois que son oncle lui faisait un compliment. Joli, moi? Se demanda Ariana avec étonnement. Elle jeta un coup d'œil à la glace qui surmontait la cheminée et fit la grimace en voyant son reflet. Celui d'une blonde vêtue d'une triste robe noire. Avec son visage ovale, son teint clair, son petit nez droit, ses lèvres couleur framboise et ses grands yeux bleus frangés de cils interminables, elle était absolument ravissante, sans en être le moins du monde consciente. Si j'étais mieux habillée, pensa-t-elle, peut-être ne serais-je pas trop vilaine. Sans enthousiasme, son oncle déclara. Il va falloir que Marici vous achète 2 ou 3 robes, des bottines neuves, un chapeau. Là-dessus, ce vieil avare soupira, car la perspective de toutes ces dépenses lui faisait mal. Bref, un trousseau très réduit, poursuivit-il, car votre futur mari vous offrira des toilettes par douzaine et vous couvrira de bijoux, de fourrure. Ariana n'en demandait pas tant. Quelques vêtements très simples de couleur pastel auraient suffi à son bonheur. À 18 ans, certes, elle était en âge de se marier. Jamais, cependant, elle n'aurait imaginé que Constantin Bardikiev songeait à son avenir. Peu à peu, son horizon s'était rétréci et elle s'était résignée à passer toute sa vie dans cette sinistre demeure où elle s'ennuyait du matin au soir, sans avoir le droit de lire, de jouer du piano, ni même de sortir se promener dans les chemins creux qui serpentaient entre les prés. Soudain, elle eut l'impression qu'une porte s'ouvrait sur un monde lumineux. Quoi? Elle allait quitter sa prison? Elle s'éclaircit la voix. Comment est-il celui que vous avez choisi pour moi, mon oncle? Demanda-t-elle. Elle avait parlé d'une voix douce, car ce n'était pas le moment de braquer Constantin Bardikiev. Il est beau, jeune et riche. Ariana hésita.
Vous aviez dit que c'était un Dobrjvanien? Oui, le vieil homme ricana. Tiens, pour une fois, elle m'a écouté. Je vais donc aller en Dobrjvanie? Oui. La jeune fille en eut la respiration coupée. Quoi, elle allait enfin connaître la petite principauté que sa mère lui avait dépeinte sous des couleurs enchantées. Nathalie de Tcherkov, une fois devenue Madame Dunster, avait été rejetée par ses parents, devenue persona non grata, dans le pays où elle était née. Elle avait tendance à l'idéaliser. Pour elle, tous les Dobrjvaniens étaient des gens aimables et souriants qui vivaient dans des villes animées ou des villages pittoresques. Elle trouvait des accents de poète pour décrire les paysages verdoyants, les montagnes avec leurs sommets enneigés, les lacs, les cascades, les fleurs à foison. Vous ne me demandez pas le nom de votre futur mari? Interrogea son oncle. Ariana eut l'impression de recevoir une douche froide. La Dobrjvanie lui ouvrait les bras, mais la médaille avait son revers. Pour échapper à l'existence routinière qu'elle menait en Angleterre et vivre dans une contrée idyllique, il lui faudrait supporter la compagnie d'un parfait inconnu. Elle ignorait tout de celui qui allait l'épouser. Peut-être était-il vieux et laid, peut-être le détesterait-elle dès le premier regard. Mais j'aurai certainement plus de liberté et pour cela, je suis prête à passer sur beaucoup de choses. Pour une fois, vous n'êtes pas très curieuse, fit Constantin Bardikiev de sa voix aigre. De toute façon, comme je ne le connais pas, murmura-t-elle, qu'il s'appelle James, Philippe ou Henri, quelle importance. Son oncle haussa les épaules. Un Dobrjvanien ne va pas porter un prénom anglais. Il serait temps que vous vous débarrassiez de vos stupides habitudes britanniques, mademoiselle Dunster. Il marqua une pause afin de bien ménager ses effets. Sachez qu'il s'appelle Stéphane. De nouveau une pause, puis il proclama triomphalement: Stéphane de Dobrjvanie, le prince régnant de notre pays. Vous allez devenir princesse.